Merci de rester avec nous. C'est la seconde et dernière partie du programme 2 consacré au coronavirus. Nous parlons cette fois-ci des effets psychosociologiques du Covid-19. C'est bien 19. 19. Je vais devoir écrire Covid-19 1000 fois pour les prochaines émissions. Donc nous sommes avec trois spécialistes. Docteur Anama Michel Toussault, il est psychologue clinicien. Omar Agbangba, sociologue, et puis Fridolin Adonsou, il est juriste, il représente l'association touriste des consommateurs. Nous allons donc continuer par répondre aux questions des téléspectateurs qui peuvent nous écrire sur nos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et Twitter. Une question sur WhatsApp 89 13 05. Bonjour, merci pour cette émission. Je pense qu'avec le nombre important de malades, l'Italie et les autres pays ont créé le bouleversement du corps médical. Ce bouleversement fait que les médecins n'ont pas pu répondre efficacement aux besoins des malades. Pour moi, il faut aussi valoriser les potentialités endogènes, par exemple, voir les opinions des tradithérapeutes, des traditionalistes. Chez nous, je sais qu'il est possible de dévier une pandémie destinée aux hommes vers la nature. C'est Napo, il est sociologue, il nous écrit. Un sociologue écrit, je renvoie la question à un sociologue. Non, ce qu'il dit, c'est une réalité. Parfois, devant des situations, nous pensons que tout doit venir de l'extérieur, tout doit venir du modernisme. Et parfois, on oublie qu'on a des savoir-faire endogènes qui pourront aider à débloquer la situation. Je crois que nous avons aussi des associations reconnues officiellement de praticiens. Il faut leur donner la possibilité de commencer par réfléchir sur la question, encadrer leurs recherches. Par exemple, sur les réseaux sociaux, même sur certains médias, un Béninois a un produit qui a aidé à soigner au Burkina. Il faut voir tous ces praticiens, ces savoir-faire endogènes, comment on peut aider aussi à résoudre le problème. C'est aussi ça. C'est la faiblesse aussi de comment nous essayons de rendre crédibles nos connaissances. Comment nous essayons de rendre crédibles nos découvertes, nos inventions. Je crois que ça également, c'est un défi. Et nos universités, nos grandes écoles doivent avoir des départements de recherche dans ce secteur-là. Parce que quand vous regardez l'Afrique, c'est comme le terrain est vierge dans ce sens-là. Il faut qu'on puisse faire des recherches sur certains produits, certaines plantes qu'on a dans nos milieux qui servent à régler certains problèmes. Aujourd'hui, on parle de Covid-19, coronavirus. Dans nos milieux, les gens doivent avoir déjà l'appellation d'une maladie de ce même nom, de par les symptômes, de par comment ça se manifeste. Comment on a lu l'aider et trouver les solutions à ça. C'est quelque chose de très pertinent. Fridolin, bon, je pense également qu'on peut trouver des ressources dans nos pays. Et je suivais aujourd'hui une discussion dans un groupe. Au Burkina, par exemple, à côté des protocoles au niveau de la chloroquine et du produit du béninois dont on m'a parlé tout à l'heure, ils ont défini des protocoles spécifiques, mais à côté de ces deux pratiques, ils ont défini également des protocoles qui sont les faits des praticiens. Donc, aujourd'hui, il y a lieu de voir, d'essayer, de voir, de faire des essais cliniques les plus concluants, on pourra les utiliser. Maintenant, dévier les maladies vers la nature, bon, pourquoi pas? Bon, scientifiquement parlant, on ne peut pas le dire, mais vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a pas que la science. Peut-être que nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau, à ce degré de connaissance, mais on est en guerre. Si d'aucuns peuvent préconiser des solutions qui peuvent permettre de dévier cette maladie vers la nature, tant mieux. On a vu un monseigneur se promener avec le crucifix dans les rues d'Italie. Et ça, bon, scientifiquement aussi, vous me diriez que ce n'est pas la réponse adéquate. Mais, quelque part,
C'est une réponse quand même. Si ça peut donner des effets, là-bas, on peut se promener avec le crucifix. Pourquoi chez nous, on ne peut pas rechercher dans nos cultures? Je ne connais pas la voie, mais ceux qui se proposent peuvent en proposer. Donc je crois que tout ce qui est nécessaire pour combattre ce fléau, on doit l'utiliser, y compris la médecine traditionnelle. On va peut-être prendre une question de Facebook. Et puis, Enhard qui revient, il nous écrit d'Accra pour une suggestion. Il sera bon que chaque région au Togo ait un centre médical pour soigner les victimes de Covid-19, pas seulement à Lomé. C'est souhaitable, professeur docteur Tousso. Oui, c'est souhaitable. C'est souhaitable que si chaque région a un centre de référence pour le Covid-19, ça serait bien. Bon, maintenant, c'est le personnel. Il faut que actuellement, c'est un problème, c'est le service des infectiologues qui sont devant sur le front. Ils sont combien au Togo? Maintenant, il va falloir qu'on forme plusieurs autres médecins en ce sens comment prendre en charge le Covid-19 et quand le personnel est suffisant, pourquoi ne pas avoir au niveau de chaque région un centre de référence, ça serait bien. De WhatsApp, on nous écrit sur quel numéro? 90 09 49 03. On va prendre la question de 90 09 49 03. Bonsoir New. Moi, j'aimerais bien que les autorités réfléchissent au confinement pour sauver des vies. Notre population totale ne fait même pas celle d'une ville ailleurs et nous devrions vivre d'abord pour faire l'économie ensuite, l'économie qu'on cherche à sauver. Fridolin Danso, est-ce que c'est bon pour les consommateurs ce confinement? Oui et non. Je dirais tout simplement que d'abord pourquoi on est dans un petit pays, nous ne sommes pas nombreux, tout le monde se côtoie, il y a la proximité entre les habitants d'une ville, etc. Et quand on voit un peu la manière dont ce virus se propage, c'est comme un feu de brousse. Et quand on veut lutter contre les feux de brousse, il faut faire des pare-feux pour éviter que le feu ne quitte le champ de ton voisin pour venir dans ton champ. C'est un peu ce système-là qui est le confinement. Rompre la chaîne de propagation. Donc, le souhait aujourd'hui, c'est qu'on puisse aller vers le confinement. Que sur les marchés, par exemple, qui est juste des gens qui vendent les produits de première nécessité, les produits alimentaires, que ce soit ces personnes qu'on retrouve sur nos marchés. Et qu'avec le temps, on aille vers le confinement systématique sur 2 semaines. C'est l'idéal. Maintenant, il y a la réalité togolaise. Vous allez me dire que 80% ou 70%, sans études statistiques, vit au jour le jour, etc., et que ce serait difficile de faire le confinement. Cher ami Gilles, s'il y avait coup de feu, tout le monde resterait dans la maison. Sur 2 semaines, 1 mois. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des coups de feu, ce n'est pas des coups de matraque. Les gens estiment qu'ils ont des activités qu'ils ne peuvent pas arrêter pendant 2 semaines. Non. Je pense que, comme le gouvernement a eu des pouvoirs exceptionnels au niveau du Parlement, je pense qu'ils vont aller de l'avant pour permettre de sauver la population togolaise. Il le faut. Maintenant, vis-à-vis du consommateur, nous avons également un certain nombre de doléances. Il faudrait qu'en prenant cette mesure de confinement, que le gouvernement veille à ce que les prix des denrées n'augmentent pas, qu'on maîtrise l'inflation, que les prix des denrées n'augmentent pas, que ce ne soit pas l'occasion pour certains commerçants de se faire de l'argent. Donc, on tend vers ça. Et là où ce serait intéressant, c'est aussi, j'ai écouté, j'ai regardé tout à l'heure l'élément sur la solidarité. L'ATC avait appelé le gouvernement à mettre sur pied une cellule de solidarité nationale. Il y a le privé qui le fait, c'est déjà une très bonne chose, c'est à saluer. Si on va vers le confinement, il faut des mesures d'accompagnement. Il faut que le Togolais soit solidaire de son prochain, de son voisin, pour que le gouvernement aussi distribue de la nourriture aux plus démunis,
sur une période de 2 semaines. Si on veut, on peut. 2 semaines à 1 mois, si on veut, on peut. On a vu des pays moins avancés ou moins dotés que le Togo qui ont assuré la gratuité de l'électricité ou de l'eau, ne serait-ce que pour la tranche sociale. Si on dit restez chez vous, je ne dis pas ceux qui vont utiliser leur climatiseur et tout ça là, que l'État prenne leur facture d'électricité en charge. Non. Il est question de venir au secours des plus démunis. Bon, maintenant, à défaut de l'électricité, au moins l'eau. L'eau et un peu de nourriture, je crois que le Togo peut, s'il veut, faire ça. Et il vaut mieux le faire aujourd'hui plutôt que d'attendre le pire avant de vouloir agir. Docteur, peut-être oui, l'analyse sociologique que moi je peux faire par rapport au confinement est que le confinement est approprié est de 3 ordres. Le confinement n'est pas aussi approprié chez nous qu'ailleurs en raison de notre habitat. Contrairement à l'Occident où on a vu des pays qui ont opté pour le confinement total, on a des habitats par noyau familial, individualisé, appartement, maison, c'est la seule famille mononucléaire. Par contre, nous, on a des gens cour commune. La majorité, à Lomé ici même, la majorité de la population, c'est plusieurs personnes qui louent dans une même maison. Ils partagent tout, les toilettes, ils partagent tout. Parfois, il faut que certains aillent au boulot pour que d'autres dorment. Hein. Voilà. Donc, du point de vue habitat, c'est difficile. Le deuxième élément de difficulté de confinement, c'est le revenu. Il y a des gens, il faut sortir pour gagner ce dont la personne doit vivre. Si la personne ne sort pas un jour, elle ne mange pas. La majorité des gens, c'est dans ça. Le troisième obstacle au confinement dans notre contexte, c'est aussi le service à la personne. Les services sociaux, comment par exemple, si vous êtes confiné, il y a des services qui vont vous être livrés à domicile ou à partir de votre téléphone, vous commandez un service. Tout ça, ça doit être difficile. Donc, avant de penser à un confinement comme ça, il faut prendre toutes les dispositions. Il faut analyser tous ces aspects. Mais sans remettre en cause ce que vous dites, mais il y a une forme de confinement que le Togo a déjà connue dans les années 91, avec la grève générale où des citoyens, en grand nombre, sont restés à la maison pendant plusieurs mois. Hein. Mais c'est la majorité des cas, les gens ont quitté la ville pour le village. Et ça crée d'autres problèmes au village. Aujourd'hui, on a eu, où, par exemple, si vous prenez les chauffeurs, des chauffeurs sont à Lomé, ils ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas transporter. Les gens qui vont aider les chauffeurs à transporter, à vivre, ils ne le font pas. Au niveau de nos villages, l'habitat s'est dispersé. Chacun, c'est des cases. Il n'y a pas de cloisonnement, il n'y a pas de mur. Tout est nature. Donc, je crois qu'il faut tenir compte de tout ce contexte avant d'envisager le confinement. Docteur Tousso, est-ce que le confinement peut causer des traumatismes? Est-ce que c'est facile à faire le confinement? Non, le confinement, dans la situation actuelle, on l'a vu là où ça a commencé avec le Covid-19, c'est à Wuhan, en Chine. C'est le confinement, je pense, qui a apporté la solution. Ils sont arrivés à éradiquer ça. Je pense depuis cette semaine, ils ont commencé par reprendre leurs activités. Et en Chine également, ils ont fait le confinement. Après, ils ont constaté que la propagation du Covid-19 commence par disparaître. Donc, on ne doute pas de ça, ça c'est la solution. Le confinement peut avoir des impacts négatifs sur la psychologie d'une personne. Il y a plusieurs études qui l'ont montré en 2002 ou 2003 avec le SRAS, où il y avait un truc SRAS comme ça aussi, où on avait aussi crié beaucoup. Et les gens avaient été confinés et il y a des études qui ont été réalisées. Il y a une équipe de psychologues à Londres qui ont fait une analyse de toutes ces études-là et qui a relevé que le confinement a des impacts sur le psychologie du patient. Je pense même que le fait de vivre dans l'attente d'un confinement, les gens pensent qu'ils vont être confinés, c'est aussi un élément de stress. C'est un facteur de stress dans ce problème de Covid-19.
on va me confiner pour combien de temps? Voilà la question que le cerveau se pose. Est-ce que j'ai des vivres nécessaires pour pouvoir rester à la maison? Voilà des questions que l'on se pose. Donc la peur de tout ça fait que ça peut traumatiser la personne. Parce qu'à un moment donné, toutes nos pensées sont focalisées sur cet aspect-là. Et donc, l'être humain peut fonctionner comme un disque rayé. Vous voyez, quand un disque est rayé, quand ça arrive là où c'est rayé, là, ça reprend le même mot, le même mot, le même mot. Il faut nettoyer avant que la chanson puisse continuer. Donc, quand c'est comme ça, le confinement peut entraîner des traumatismes chez une personne. Maintenant, je pense que quand je regarde un peu comment les choses évoluent au Togo, je pense qu'on est en train de préparer mentalement les gens peu à peu à ce confinement-là. On dit autoconfinez-vous, petit à petit, petit à petit. On peut arriver à dire confinez-vous sur 3 jours. Vous avez après 2 jours pour faire le petit ravitaillement rapidement. Après, vous allez rentrer encore en confinement sur 3 jours. Après, on dira confinement sur 10 jours. Je pense que quand c'est fait de manière préparée comme ça ne va pas être un choc. Trop un choc parce que les gens sont préparés. Le traumatisme aussi est lié au fait que si l'information vient de manière brutale et rentre par effraction dans les fonctions mentales des Togolais, c'est là que ça va être un choc. Mais si les gens se préparent depuis avant-hier, je pense même qu'il y a des rumeurs qui coulent comme ça. Vous sentez venir oui, parce que quand tu vas ailleurs, tu vois un grand alignement au niveau d'une boutique et tu demandes à quoi, tu sens que les gens sont en train de se préparer en se disant c'est possible qu'on puisse nous confiner, je fais un ravitaillement. Donc déjà sur le plan psychologique, il y a certains problèmes que les gens commencent par résoudre déjà, à savoir mettre beaucoup de vivres à la maison au moins pour 1 mois. Si les gens sont préparés dans ce sens, le confinement ne va pas trop impacter. Mais si on sort brutalement pour le faire, ça va être impacté. Je pense qu'il y a en Afrique, je pense que l'Afrique du Sud a commencé. Bon, il y a la RDC qui avait lancé ça, mais qui s'est retiré aussitôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Demain. Et ils vont commencer demain. Donc peut-être que c'est préparer les gens en se disant on va en arriver là. Donc toute chose où on ne prépare pas les gens et que ça arrive de façon brutale, ça va être difficile. Maintenant, la durée, 2 semaines, 10 jours, si ça ne va pas, on va laisser les gens souffler un peu avant de relancer. Je pense que ça pourra aller. Ouais, une question WhatsApp, oui, salut. Merci pour le contenu du débat. Pour moi, je pense que c'est important de communiquer stratégiquement en dehors des informations médiatisées avec les populations à la base qui comprennent moins ce qui se passe. C'est Mathiran qui nous écrit au 90 42 35 09. 90 42 35 09. On en a longuement parlé sur la nécessité de revoir le contenu de la communication. Oui, Omar. Oui, je crois que c'est élaborer des messages clés à l'endroit de la population à la base. Parce que jusqu'à présent, les informations sont un peu au niveau de ceux qui ont été à l'école, etc. Mais à la base, je pense qu'il faut élaborer des messages qui vont directement sur l'essentiel, bien sûr. Ouais, sur l'essentiel. Alors, une question sur WhatsApp également, 90 54 46 02. 90 54 46 02. Bonsoir, bonjour chers combattants. Moi personnellement j'ai tellement peur, car l'ignorance d'un seul citoyen peut nous tuer tous. Bien sûr. Oui, bien sûr. Quand hier au journal parlait. Les gens vont encore à l'église, les gens se moquent de la maladie, et ils se serrent les mains comme ils veulent. Moi, je suis arrivé à ma télé, surtout. Je vais demander à ce combattant également de mettre les mesures de barrière. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se lave les mains régulièrement avec le savon. S'il doit sortir, il n'a qu'à avoir sur lui de la solution hydroalcoolique là pour pouvoir se nettoyer les mains. Ça permet, s'il y a un microbe, que ça puisse fixer le microbe. Et arriver à la maison où il y a de l'eau, avec le savon pour mieux, il va encore se laver. Maintenant, de porter un masque de protection quand il est en face de quelqu'un et d'être à une distance de 1 mètre au moins de cette personne-là. Je pense qu'en respectant toutes ces mesures mises en place par le gouvernement, il s'éloigne de cette personne qui ignore et qui a chopé ça. Effectivement, hier, quand j'ai suivi à la fin du journal sur TVT, une image là qui montrait les chaînes de transmission.
à partir d'un seul infirmier quelque part qui a été infecté. Et il y a eu une chaîne là. Et je pense que c'était une image intéressante. Si on peut la répliquer dans plusieurs langues, pour que ceux qui ne comprennent pas le français puissent voir quand même comment ça se passe. Donc, la peur, c'est de comprendre qu'on peut l'éviter et les mesures pour l'éviter, que la personne aille voir les informations du gouvernement et de leur mettre sur comment faire pour que le Covid-19 n'entre pas dans son corps, même s'il a été présent, il s'est mis en face de quelqu'un qui a le Covid-19. Oui. Alors, on va reprendre le message là qui nous vient du Cameroun. 237 94 74 74 62 18. Donc le message nous dit: je suis étudiant en psychologie au Cameroun. Donc c'est votre étudiant qui parle, docteur Toussou. Chez nous ici au nord du pays, au Cameroun, à majorité musulmane, on a du mal à accepter les mesures du gouvernement. Tel n'est plus, enfin, les gens se serrent encore les mains face à l'attitude. Que faire en tant que psychologue pour aider la population à respecter les mesures, docteur Toussou? Non, il faudrait, en tant que psychologue, là, c'est essayer de voir quelle est la perception de cette population-là. La perception, c'est le déni. Il dit Covid-19, est-ce une réalité? Si oui, pourquoi nos mosquées sont toujours remplies? En tant que psychologue, il ne peut que recevoir les gens individuellement. Et s'il les reçoit individuellement, bien sûr, lui-même, en mettant les mesures de protection, et qu'il arrive à amener les gens à traverser les 5 étapes de changement de comportement. Maintenant, en tant que psychologue aussi, si c'est un déni, il faut qu'il les écoute, il faut qu'il puisse les amener à pouvoir accepter. Le déni, ça fait partie des étapes du deuil. Du deuil. On fait le deuil de ce que avant il n'y avait pas ce Covid-19. Il faut accepter maintenant que ce Covid-19 puisse arriver. Et l'acceptation va passer par 1, le choc, 2, le déni, 3, la colère, 4, voilà, et jusqu'à arriver au renouveau. Voilà. Donc peut-être ce qu'il peut faire dans un milieu comme ça, ça veut dire que, au fait, dans des milieux musulmans, c'est les attitudes et comportements de groupe sont incarnés par les leaders, les leaders religieux. Il doit faire un travail de fond auprès des imams, des oulémas, des érudits, les chefs religieux. Il les travaille, il leur montre la pertinence de la chose, que ces chefs acceptent d'être les ambassadeurs, s'approprier le message, de s'approprier le message, de les véhiculer. Je crois que si c'est fait comme ça, les gens vont pouvoir changer de comportement. Eux, à leur tour, maintenant, ils vont pouvoir convaincre les autres. Parce qu'il y a une confiance qui existe entre ces musulmans-là et leurs leaders. Et puis, ça dépend aussi du contexte national. Comment le message national est porté. Ça aussi, c'est important dans son contexte. On va prendre la question du 90-94, 90-24. Voici ma question. Pourquoi il n'y a pas de dispositif? Il n'y a pas de disposition pour nous qui sommes dans les villes, au niveau des frontières. Je suis à Tchamba, où les Béninois, les Nigériens et autres rentrent, viennent librement dans la ville avec les produits traditionnels. Et il faut donner annonce. Bon, ça rejoint toujours la question de fermeture des frontières, des confinements. Mais aujourd'hui, on peut pousser même plus loin la réflexion. Est-ce que le Togo seul, en allant dans le sens de confinement, etc., c'est suffisant? On est dans un espace. Si vous avez vu le cas du Nigérian qui a été confirmé, vous voyez le circuit. Il a quitté Tchévier, il est allé à Dassa, il est allé au Niger, il a fait tout le circuit avec un transport en commun. Aujourd'hui, tout le contact qu'il a eu sur tout ce parcours-là, personne ne le maîtrise. Donc, il y a lieu aujourd'hui de sécuriser les frontières. C'est vrai, ce serait quasiment impossible ou utopique de dire que le Togo va fermer tous les accès. Mais les plus essentiels, il faut qu'on fasse des efforts pour éviter ces déplacements ou ces mouvements de population. Parce que les populations des villes frontalières sont un peu exposées par rapport aux autres. La question du 98-15, 23-15,
98 15 23 15. J'aimerais savoir pourquoi dans les autres pays, les présidents, les sociétés publiques comme privées, les stars font des dons pour aider la population à lutter contre Covid-19. Mais au Togo, rien n'est fait pour pouvoir nous sauver. Docteur Tousso? Non, je pense que... Pourquoi vous n'avez pas encore donné 2 millions, 3 millions? Non, je pense que il faut que ceux qui ont les moyens, c'est le moment. On a parlé de solidarité tout à l'heure avec Amenda Patrick. Monsieur Amenda, Patrick Amenda. Je pense que c'est important que ceux qui ont un peu de moyens puissent apporter leur contribution. Bon, tout le monde doit apporter sa contribution. Quand vous m'avez appelé hier vers 23h, tout de suite j'ai dit c'est ce que moi je peux apporter, venir dire ce que j'ai dans ma pensée par rapport à ma science. Je ne vais pas dire combien vous allez me payer avant de venir, etc. C'est ma contribution aussi. Donc, si j'ai les moyens financiers, pourquoi ne pas venir en aide? Je pense que son message, les gens l'écoutent et ils vont sentir qu'ils sont utiles s'ils apportaient leur part de contribution à la chose. Comment faire fonctionner cette fibre de solidarité? Je crois que l'Afrique est foncièrement un peu plus solidaire. Et je crois que ça, c'est un atout. Il faut simplement organiser cette solidarité, organiser la mobilisation. Et l'élément que nous avons suivi avec l'initiative de Patrice Amenda est un élément important. Il faut que des initiatives puissent organiser l'effort de guerre. On peut appeler ça l'effort de guerre. Et l'effort de guerre, chacun doit apporter sa contribution, chacun doit apporter sa pierre. On ne devrait pas attendre que ce soit l'État seulement qui le fasse, parce qu'aujourd'hui, si on dit on arrive au confinement, ça veut dire que toute l'activité économique est arrêtée. La majorité de nos populations, c'est le secteur informel qui vivent chaque jour. C'est chaque jour ils gagnent leurs recettes, leurs revenus. Il faut pouvoir savoir leurs besoins alimentaires, il faut apporter des compléments. Le personnel médical à qui je rends hommage en ce moment, parce que depuis le début, c'est le corps le plus stressé, le corps le plus angoissé, le corps le plus surchargé par cette lutte. Il faut apporter les moyens nécessaires. En France, à défaut d'apporter de l'argent au corps médical, à une heure donnée, tout le monde sort sur sa fenêtre pour applaudir ce corps. Ici, c'est s'assurer qu'ils ont le matériel de travail, le matériel de protection, le matériel nécessaire pour sauver les vies qu'ils peuvent sauver. Et donc, c'est important que chacun de nous puisse apporter ce qu'on peut. Malheureusement, les lieux de socialisation où il faut commencer par organiser l'aide, nos églises, nos mosquées sont arrêtés, mais il faut trouver d'autres moyens de le faire et d'apporter ce qu'on peut apporter pour aider à... Je pense que Saint-Fort aussi a ouvert aussi un truc de solidarité. Voilà. C'est un syndicat des médecins, ils ont ouvert des praticiens hospitaliers, ils ont ouvert aussi un truc qui cherche de la solidarité. Voilà. Si des gens peuvent apporter leur contribution, cette solidarité va s'exprimer. Ça serait bien. Alors, on va prendre la question, la préoccupation du 90 74 34 30. 90 74 34 30. Alors, dispose-t-on déjà d'un traitement recommandé en termes de médicaments ou injections? Sinon, sur quelle base les guéris l'ont été? Les ministres nigériens offrent 50% de leur salaire pour la lutte contre le coronavirus. Qu'en est-il des ministres togolais? C'est Sidouane qui nous écrit à Tapamé. Est-il vrai que les guéris sont réellement des malades de Covid-19 ou bien de simples paludéens? Bon, on le disait tantôt, il faut qu'on ait l'information, et qu'on ait la transparence au niveau de l'information. Je ne pense pas qu'on va nous présenter des paludéens guéris comme étant des malades de Covid-19. Je ne crois pas. Je n'ose pas croire à cette éventualité. On sait que ces malades sont quelque part au CHR. Donc, s'il y a des guéris, pourquoi nous devons nous attendre seulement qu'il y ait des morts? Quand on nous dit qu'il y a des guéris, prenons-le. Je ne pense pas que la personne a douté quand on a dit que les cas sont passés de 1 à 4 à 20 ou à 28 actuellement. Donc, s'il y a des guéris, prenons également
cette information en te disant qu'il y a des voies. Protocole, bon, je ne sais pas, les médecins sont les mieux outillés pour répondre à cette question. Mais à ma connaissance, il n'y a pas encore de protocole. Donc, l'idéal, c'est qu'on prenne en compte les gestes barrières préconisés par l'OMS et que le gouvernement communique à l'endroit des populations. Maintenant, pour ceux qui guérissent, c'est vrai que le médecin ne va pas laisser son patient et ne rien faire. On va essayer d'agir sur les facteurs, sur les maladies, etc. Et si l'organisme du patient réagit positivement, le patient va se rétablir. Donc, je suivais un médecin qui disait, même si tout ce qu'on dit, citron, ail, tout ça, ne serait-ce que l'effet placebo, ça peut aussi aider. Mais en termes de protocole, je ne sais pas. C'est là où je disais tantôt qu'il faut que la cellule communique en toute transparence. Sur tel médecin, voilà, tel nombre de patients, voilà les protocoles que nous avons essayés. Voilà tel produit que nous sommes en train. Voilà, ça a donné des résultats. Ça n'a pas donné des résultats. Histoire de rassurer davantage. On va prendre une question de Facebook. Elle est posée par Tanko. En ce qui concerne la peur, on constate les signes du Covid-19. Je souhaiterais au moins dans chaque préfecture ou région qu'on ait des médecins pour tester le coronavirus, ou bien est-ce que c'est forcément il faut qu'on vienne à Lomé pour pouvoir se dépister? Docteur Tousso. Je pense que l'État a mis sur pied une stratégie pour pouvoir faire au moins les prélèvements. Donc si quelqu'un a des signes, la toux, la fièvre, des difficultés respiratoires, et qu'il fait signe au 111, et l'autorité saura quelles mesures prendre, même s'il est à 50 ans, pour qu'on puisse le retrouver là-bas et prélever. Et là, ils vont aller faire les tests. Ils vont le faire, je pense, à l'Institut d'hygiène. Mais les autorités savent, ils ont mis sur pied une procédure qui permet de dépister quelqu'un, même si, quel que soit là où il se trouve, ils vont envoyer des gens pour aller le faire et convoyer le truc à Lomé. Peut-être l'autre élément par rapport à la peur aussi, c'est faire extrêmement attention pour éviter aussi la stigmatisation après. Parce que j'ai l'impression que les gens commencent par trop stigmatiser les cas suspects. Surtout des victimes qui sont connues. Voilà. On a eu un premier cas, un décès malheureusement, un homme public. Et les gens commencent et tout ça. Donc il faut faire extrêmement attention à ça parce que chacun de nous est exposé. Ça peut nous arriver. Ce n'est pas pour autant celui qui est passé par là, il devient quelqu'un qui doit être banni de la société. On doit prendre des mesures de protection vis-à-vis de la contamination, mais pas pour aller jusqu'à la stigmatisation des cas. Je pense aussi qu'on toussait avant l'arrivée du coronavirus. On avait la fièvre avant l'arrivée du coronavirus. N'oubliez pas que le palu aussi peut faire augmenter la température du corps. On avait des difficultés respiratoires, quelqu'un peut être asthmatique et avoir des difficultés respiratoires. Donc, il ne faut pas stigmatiser tout de suite une personne qui a ces signes-là de Covid-19. Ça va faire à ce que les gens ne vont pas pouvoir se faire dépister volontairement. Et puis, ces cas guéris, quand ils vont revenir au sein de la société, il ne faut pas que les gens disent c'est un faux problème, il n'est pas guéri, et on va commencer par le discriminer, le mettre à l'écart, le rejeter. Et la stigmatisation et la discrimination ont un impact vraiment négatif sur le psychologie des gens. Ça permet les gens à développer des troubles mentaux et il faut faire attention à ça, je pense. Ouais. On va répondre à William 90 49, ça c'est sur WhatsApp, 90 49 31 44, 90 49 31 44. William s'en prend un peu au pasteur. Les pasteurs n'arrivent pas à informer la population. Moi, je les accuse et je leur demande de prier. Je ne leur demande même pas de prier, même pas. Ils peuvent utiliser les haut-parleurs, les fonds collectés pour faire le porte-à-porte et sensibiliser la population. Ils peuvent aussi acheter les masques, les gants et procéder à la distribution dans les différentes maisons. Donc, notre téléspectateur appelle à contribution les leaders religieux. Ouais, je crois que c'est le moment pour des pasteurs, les
les sensibilisations qu'ils faisaient pour recruter des fidèles dans les carrefours, c'est le moment maintenant que le message soit le message de prévention du Covid-19. Hein. Je crois que ça, c'est une très bonne remarque. Je crois que les leaders religieux, ils ont une audience. Ils ont une grande majorité de la population qui leur fait confiance. Il faut peut-être saisir ça pour passer des messages, trouver des moyens de passer des messages. Ils ont des groupes WhatsApp dans lesquels ils font des prières. Aussi, il faut passer le message de prévention, le message de prudence par rapport à ce qui se passe. C'est très important. On va prendre la question du 91 25 27 79. 91 25 27 79. Merci pour le contenu du débat. Mon inquiétude, c'est le cas des travailleuses de sexe. Si le gouvernement ne va pas instaurer un couvre-feu, ils n'ont qu'à les dégager parce que leur travail met tout le monde en danger. ATC. Parce qu'il s'agit de consommation aussi. Ah bon, ça c'est une consommation particulière. Hein? Bon, disons que... des travailleuses de sexe. On a dit qu'il ne faut pas qu'on stigmatise les gens. Les travailleuses de sexe, tout comme les autres professionnels, représentent autant de risques que nous tous. Donc, il y a lieu... Les travailleuses de sexe, ce sont des professionnels. Est-ce que c'est autorisé par la loi? Non, c'est pas, la loi n'interdit pas la prostitution, c'est le proxénétisme. C'est le proxénétisme que la loi interdit. Et c'est le plus vieux métier du monde. Autant reconnaître l'existence et mener les actions. Donc, à ce niveau également, il y a lieu d'observer les gestes barrières, de prendre les précautions. Et vous allez me dire, être confiné par rapport à ça sur 2 semaines, ce n'est pas grave. On a vu des images sur les réseaux sociaux où on vous dit vous restez chez vous pendant 2 semaines et pour le reste de votre vie, où vous sortez et après on vous enferme dans un cercueil pour l'éternité. Donc, travail de sexe, le risque est là, mais il faut également les gestes barrières. C'est à nous de prendre conscience. Aussi les consommateurs de ces travailleurs de sexe. Bon, difficile de les trouver, hein? C'est difficile de les trouver. Moi, si ils respectent les confinements, les travailleurs de sexe vont rentrer chez eux. Par rapport à ce problème de Covid, je crois que chacun doit prendre conscience du danger qu'il représente pour lui-même et pour la société. Il doit prendre conscience du danger. Elles ont des associations. Les associations devraient normalement faire un travail par rapport à leurs membres, leurs conditions, oui. Que c'est un risque pour elles-mêmes aussi et pour leur famille. Parce qu'on dit d'éviter les contacts. Celui qui vient, vous ne savez pas par où il est passé, et vous savez aussi bien que moi qu'en la matière, ce n'est plus 1 mètre. La distance, les gestes barrières ne peuvent plus être respectés. Donc, a priori, normalement, cette activité-là est appelée à être confinée sur la période de cette crise. Emmanuel nous écrit de Mango, préfecture de Loti. J'ai une inquiétude, la population de ce milieu ne croit pas et ne veut pas pratiquer les règles de barrière. Son numéro c'est 90 43 74 56. Oui, 90 43 74 56. Je vais terminer. Et s'il vous plaît, si vous pouvez demander à nos infirmiers et médecins de ce milieu de faire une sensibilisation dans cette préfecture pour que la population croit réellement que cette maladie existe. Je crois que le message... Le message est passé. Le message est passé. On vous demande au Bercail. On me demande au Bercail, effectivement. Il y a le directeur préfectoral de la santé, le directeur régional de la santé le message est passé. Je pense que son problème, Mango, c'est une ville musulmane. Ça rejoint un peu la question de notre ami psychologue du Cameroun. Donc, il y a un travail où la santé, les responsables de la santé de là doivent faire des sensibilisations. Il y a des radios là-bas où ils peuvent vous passer aussi faire des émissions telles que nous le faisons ici. J'ai pris bonne note. J'ai un collègue psychologue à l'hôpital de Mango. À la sortie, je vais le tenir informé. Et il va voir qu'est-ce qu'il peut faire là-bas avec notre accompagnement. Donc là-bas aussi, c'est de parler aux leaders religieux qui vont pouvoir convaincre aussi les imams, etc. S'ils ont compris, sont appropriés le message et ils ont compris le bien fondé
de la protection, ils vont en parler à leurs fidèles, ils vont changer de comportement. Ce n'est pas toujours facile de changer de comportement, mais je pense que ici, il faut toujours répéter, et les gens finiront par savoir que les choses se passent. C'est le lieu pour les sections locales, préfectorales de l'Union musulmane du Togo, de l'OTI, la section préfectorale de l'Association des cadres musulmans du Togo, de la préfecture de l'OTI, de travailler, de faire des sensibilisations auprès des leaders religieux. Je crois que ça peut changer quelque chose. La cellule de crise aussi au niveau du gouvernement, voilà. Je pense qu'ils sont au courant. Okay. Ils vont voir, sûrement il y a des démembrements. Ils vont voir comment ils vont tenir, informer cette population. Ah, Fridolin, une question de Dapaon, la question du 91 54 15 33. 91 54 15 33. Alors, je suis dans la région des Savanes, plus précisément à Dapaon. J'aimerais revenir sur le confinement et poser la question à vos invités qui sont un peu sceptiques, réticents pour le confinement, en leur demandant s'ils ont autre solution en dehors des mesures préventives. Si c'est le cas, qu'ils nous communiquent pour qu'on puisse bien s'imprégner aussi. À mon avis, le confinement doit être impératif, même s'il y aura des effets économiques secondaires par rapport aux funérailles. Je crois que dans notre région, cette mesure n'est pas totalement prise en compte. Veuillez rappeler nos autorités locales pour bien veiller à cette application. Non, je pense qu'on n'a pas été sceptique par rapport au confinement. Surtout pas. On a plutôt, j'ai bien dit que c'est la solution qui a été utilisée au niveau de la première ville chinoise où le Covid-19 a commencé, ou Wuhan, c'est ça? Et c'est ce qu'on a appliqué, on a trouvé des résultats. En Chine également. Et je dis, c'est ça qu'il faut faire. Seulement par rapport à notre environnement sociologique, on s'est dit qu'il faut préparer la population à ce confinement. C'est ce que nous avons dit. Et j'ai dit, pourquoi ne pas amener les gens à commencer? Pour le moment, c'est autoconfinement. Après, on peut faire un confinement total sur 3 jours. On peut libérer les gens sur 1 journée, 2 jours pour aller faire des ravitaillements, revenir. C'est des propositions. Si on est d'accord que le confinement, c'est la solution pour le moment, mais en absence de tout traitement, mais on veut que ce confinement soit fait de manière à ce qu'il n'y ait pas des conséquences négatives sur le psychologie de la personne. Moi, j'étais beaucoup plus dans la logique même du confinement. Et aller même plus loin que le confinement que chaque pays pratique. Nous sommes dans une communauté où il serait bien que le Bénin, le Togo, le Ghana et le Burkina, où la CEDEAO dans son ensemble aille au confinement sur la même période pour avoir des résultats plus probants. Donc, c'est peut-être le lieu pour les chefs d'État de ces pays de coordonner leur action ou de mener une action à l'échelle de la CEDEAO dans le sens du confinement. Parce que ça ne servirait à rien de faire un confinement au Togo et que 2 semaines après, les Togolais circulent encore vers le Bénin, le Burkina, etc. Donc, vraiment, on est dans la logique du confinement. Pour les funérailles, il est impératif que dans cette période-là, que les gens respectent ces normes, ce que le gouvernement a dit. Pas plus de 15 personnes. Pas plus de 15 personnes. C'est dur. On comprend que ça peut affecter les gens, les personnes éplorées, tout ça. Mais face au risque, il est nécessaire de prendre conscience et de respecter les consignes du gouvernement. Une des dernières questions, je suis, comment on va dire, c'est 98, 36, 93, 80. 98, 36, 93, 80. Je suis tellement inquiet pour mon pays et pour le continent africain. Pourquoi les autorités ne nous informent pas assez sur la pandémie? Est-ce que ça ne se fait pas assez? Ça se fait. Je pense qu'il y a un site qui est mis. Non, je crois que le travail se fait. Oui, c'est ça. On l'a dit, on peut faire encore davantage. Il y a un travail qui est fait, mais le travail demeure perfectible. On peut faire davantage et aller vers les couches les plus défavorisées, porter l'information vers la population des campagnes. Voilà. La cellule doit faire davantage. Maintenant, pour les autres aspects, on l'a dit,
Et il faut que le gouvernement communique davantage pour dire aux gens, on sait qu'il y a un prêt qui est fait, un budget qui est mobilisé. Est-ce que ça prend en compte tel aspect? Est-ce qu'on aura des masques quand les gens seront sous respiration? Est-ce qu'on va améliorer le plateau technique? Dire un peu ce qui se fait pour rassurer davantage les gens et éloigner peu à peu la peur des populations. Je pense que ce qui fait peur vraiment, c'est ça, c'est le plateau technique. C'est le plateau technique. Est-ce qu'on a de l'oxygène en quantité suffisante? Est-ce que si aujourd'hui je me fais tester positif, là où on va me mettre, on a eu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui m'ont dit, avec ça là, vous pensez que moi je peux aller me faire... Donc vous voyez déjà, les gens ont même peur déjà. Donc je pense que si l'État nous dit ce qui se fait en termes de plateau technique, ça va rassurer les gens. Peut-être aussi, ce n'est pas trop attendre que l'État informe les organisations, comme je l'ai dit tantôt, les associations de développement, les associations diverses sur le terrain, au lieu de dire, bon, il y a Covid-19, on se cache et tout ça. Il faut sortir, sensibiliser les gens, informer les gens, apporter l'information. L'État ne peut pas tout faire. L'État va faire ce qu'il est en train de faire. Mais au niveau, il faut que la société civile, en principe, la sensibilisation, puisse passer l'information, passer les mesures. Même si de c'est protection. sur les motos qu'il faut mettre un mégaphone et passer les messages en boucle, en circulant dans les rues des villes. Il faut que chacun se mobilise. Même lui qui dit qu'il a peur, il faut qu'il fasse quelque chose. Les panneaux publicitaires. Combien de personnes il informe par jour? Il n'a qu'à prendre des responsabilités. Le peu qu'il connaît, il informe. Chacun de nous peut jouer un rôle. Nos panneaux publicitaires, pourquoi ne pas les faire envahir? Dans nos maisons, habitués à nos enfants que désormais on ne salue plus personne, on ne fait pas d'accolade. Et une anecdote, mes enfants, je leur ai dit ça, leur grand-mère est arrivée. La grand-mère était prête à les prendre dans les bras. Les enfants disent non, il y a Corona. Bon, c'est des gestes comme ça. Je pense même qu'avec le coronavirus, mais on est revenu à la base même de ce que l'Africain fait. Vous voyez, dans le travail, ce que l'Africain, quand il salue, on s'accroupit, on salue à distance, et le chef, on ne lui prend même pas la main, parce que peut-être on avait peur de lui transmettre une infection. Maintenant, le reste, on a copié en disant il faut se saluer la main, vous faites des bises, pour faire des accolades. On a mené ça d'ailleurs. Donc le coronavirus nous ramène à nos réalités pour dire l'Africain, on se saluait à distance comme ça. Merci. On arrive donc à la fin de notre plateau. J'espère que les téléspectateurs ont suturé de riches enseignements de tout ce que nous avons dit. Merci Fridolin. Merci encore pour tout ce que vous faites et pour avoir associé l'ATC à cette émission des consommateurs. Vivement que chaque Togolais prenne conscience du danger et que chacun joue sa partition. Respecte les mesures barrières pour que nous puissions lutter contre cette pandémie. Omar Agbangwa, merci à l'Association nationale des sociologues du Togo. Merci Gilles. Je voudrais encore rendre un hommage, remercier, féliciter le personnel médical pour le travail qui se fait et les encourager à faire davantage, de savoir que nous sommes derrière eux, nous les portons dans nos prières, nous sommes avec eux en pensée, en esprit, tout notre cœur est avec eux. Et aussi féliciter, encourager les autorités de continuer le travail, de continuer de mobiliser les énergies, les ressources nécessaires pour endiguer le mal. L'Association nationale des sociologues du Togo s'est dite prête dans la lutte de cette pandémie, pour l'accompagnement, pour la sensibilisation, et que nous mobiliserons pour accompagner le gouvernement et tous les autres acteurs. Merci beaucoup. Et pour Dr Tousso, je vous rappelle que il y a des numéros disponibles pour vous. Si vous avez besoin de soutien psychologique, vous pouvez les contacter au 70 51 52 53. Le 99 99 87 78 pour des aides psychologiques. Merci, nous arrivons donc à la fin de notre plateau. Merci de votre aimable attention. On remercie aussi l'équipe technique pour la mobilisation. Magloire Adoko à la réalisation. Sylvain Adiguli, Thomas Choi et puis Seignon qui était au relais des réseaux sociaux, au grand ingénieur et invisible qui a permis la réalisation technique de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres plateaux spéciaux. À très bientôt.